Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous et à toutes. Annie. Je suis Joanne Bertrand, vice-présidente de IDEA Ontario et je suis accompagnée d'Alicia Smith, directeur général de Dyslexie Canada, afin de vous appuyer et de nous appuyer en arrière-plan. Merci, Alicia. Nous sommes ravis que vous soyez ici pour notre lancement de, comme je disais, Seven Mighty Moves de Lindsay Kamini. Et bienvenue à cette première rencontre d'une série de 4 rencontres bi-hebdomadaires qui porteront sur les 7 gestes puissants à intégrer à votre pédagogie pour placer l'élève au cœur de la réussite. Nous sommes reconnaissants que nous nous réunissons par la souplesse que nous offre la technologie autour d'une activité commune répandue à peu près partout à travers ce vaste pays. Nous reconnaissons que Only, Dyslexie Canada et IDEA Ontario desservent les citoyennes et les citoyens sur les territoires traditionnels des Premières Nations du Canada et nous leur devons toute notre reconnaissance et désirons faire des gestes envers la vérité et la réconciliation tous les jours à chaque occasion qui se présente. Cette reconnaissance nous rappelle nos responsabilités envers nos relations et les terres ancestrales sur lesquelles nous apprenons, partageons et vivons. Nous vous invitons à réfléchir aux peuples autochtones, Métis et Inuits qui partagent avec nous leurs richesses où que vous soyez sur l'île de la Tortue, territoire habité par des peuples autochtones depuis avant la colonisation. Bon, avant de présenter nos invités, nos animatrices, j'aimerais vous dire que nous, à IDEA Ontario et Dyslexie Canada, nous adorons distribuer des prix à la fin de nos webinaires. Alors, on vous encourage de demeurer ici avec nous jusqu'à la fin parce que nous allons vous offrir 6 prix, dont un est une inscription gratuite à notre nouveau cours « Les fondements essentiels à l'enseignement de la lecture et de l'orthographe ». Michel Minor-Corriveau et Alison Grant sont les auteurs. Et si vous connaissez notre cours Basics of Decoding and Spelling Instructions, ceci est la version française, une très bonne adaptation à notre belle langue. Alors, une inscription gratuite. Et on veut vous décrire un peu, la gagnante ou le gagnant aura le privilège de connaître ce cours qui abordera les thèmes suivants, les fondements phonologiques et phonemiques, le décodage, l'encodage et l'étude de mots. Ensuite, il y aura des activités d'apprentissage pertinentes servant à mettre en œuvre des outils qui vous aideront à mieux planifier vos blocs de littératie et vous assurer qu'ils soient intégrés à chaque module durant lesquels vous serez guidés par des vidéos brèves qui vous feront découvrir ce que tous les membres du personnel enseignant devraient savoir pour enseigner la lecture, l'écriture et l'orthographe du cycle préparatoire au cycle moyen et au-delà. Alors, si vous voulez vous inscrire, c'est possible de vous inscrire dès aujourd'hui et le cours débutera à la fin octobre. Et voici le lien. Une réduction considérable du tarif d'inscription est disponible en raison de subventions reçues pour développer ce cours et du travail bénévole des membres de l'équipe de IDEA Ontario et des contributeurs du contenu de cours. Les étudiantes et les étudiants qui sont à la faculté d'éducation et en orthophonie peuvent s'inscrire à ce cours gratuitement. En plus, nous aurons 5 sacs à dîner avec isolation thermique à tirer pour vous. Alors, demeurez ici jusqu'à la fin. Alors, c'est mon grand plaisir de vous présenter nos 2 animatrices chevronnées en littératie, ayant toutes 2 cherché à étendre leur connaissance sur l'enseignement et l'évaluation de la lecture et de l'écriture depuis plusieurs années. Alexandre Madar et Michel Minor-Corriveau, autrices d'Alphagraphe, une ressource rapidement devenue la référence importante pour la mise en œuvre de notre nouveau programme cadre et des pratiques pédagogiques favorables à la littératie. Vous pouvez la retrouver dans notre bibliothèque de ressources. Des mises à jour s'ajoutent à peu près aux 2 semaines, donc revenez souvent pour télécharger la version la plus à jour ou télécharger la version disponible dans la boutique Réussir Lire sur Teachers Pay Teachers et Mieux enseigner, où vous serez avisé chaque fois qu'une mise à jour est disponible. Alexandre Madar, psychologue, clinicienne
psychologue clinicienne et scolaire, exerce au sein du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario. Et Michel Magno-Corriveau est orthophoniste et professeur agrégé à l'École d'orthophonie à l'Université Laurentienne. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup, Michel. Merci, Alexandrie. Et voici pour vous. Merci à toi, Joanne. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une excellente journée mondiale des enseignants et enseignantes. Cette journée est l'occasion de célébrer la manière dont le personnel enseignant transforme l'éducation et les vies des générations à venir, mais aussi de réfléchir au soutien dont vous avez besoin pour déployer pleinement vos talents et votre vocation et de repenser la voie à suivre pour la profession à l'échelle mondiale. Pour ceux qui possèdent le livre Seven Mighty Moves, vous remarquerez un avant-propos écrit par Anita Archer. Dr. Archer est une auteure et une consultante en éducation. Elle se concentre sur l'enseignement explicite de la lecture et de l'écriture. Elle sera la conférencière d'honneur au Literacy and Learning Conference à Toronto le 27 et 28 avril. Nous avons tellement hâte de la voir et de l'écouter en personne. Nous avons traduit la préface de Dr. Archer et l'avons inclus dans votre document d'appui que vous pouvez trouver dans la bibliothèque de ressources Only. Dans cette préface, elle décrit une visite d'école où le personnel enseignant du primaire ont tous lu Seven Mighty Moves, discuté de chaque chapitre dans le cadre d'une JAP, analysé leur enseignement actuel et mis en œuvre les 7 gestes puissants. Le personnel enseignant pense parfois que la science de la lecture fait référence à un programme ou à une méthode spécifique. Mais en réalité, la science de la lecture est l'ensemble des recherches scientifiques menées au cours des 5 dernières décennies qui nous informent sur la manière dont la lecture doit être enseignée. On entend souvent dans les médias qu'on retourne à la base. Mais pour reprendre les termes d'Alicia Smith, il ne s'agit pas d'un retour à la base. Nous intégrons les preuves scientifiques à notre enseignement pour mieux soutenir l'élève. Quoique certains sont d'avis que la lecture se développe naturellement et qu'il suffit d'être entouré de livres et d'aimer lire pour apprendre à lire, nous savons maintenant que ces affirmations sont fausses. Sans développer les habiletés de décodage de nos élèves, la lecture ne peut pas avoir lieu. Apprendre à lire n'est pas naturel comme apprendre à parler. La langue écrite est un code et les élèves doivent déchiffrer ce code pour devenir des lecteurs compétents. Il ne suffit pas de savoir déchiffrer le code pour que les élèves deviennent des lecteurs compétents. Hollis Scarborough, psychologue, le démontre dans son modèle devenu la référence pour illustrer tous les éléments qui contribuent à la compréhension juste et profonde des textes. L'auteur Kameny nous invite à réfléchir chaque jour à la manière dont nous pouvons aborder tous ces aspects de la corde. Nous reviendrons sur la corde de Scarborough le 16 novembre lorsque nous passerons en revue le 7e geste puissant. Kameny présente 7 gestes puissants. Chaque geste sera présenté comme une migration d'une pratique pédagogique à abandonner vers une pratique pédagogique à adopter. Vous verrez qu'il n'y a pas toujours lieu de réinventer la roue et les changements seront parfois très faciles à intégrer à vos activités quotidiennes. Le tableau complet des 7 gestes à abandonner et de ceux par quoi les remplacer se trouve dans vos documents d'appui. Le lien au Google Drive se situe dans le clavardage et ces documents et nos diapos seront insérés dans la bibliothèque de ressources Only d'ici une semaine. Nous voici à notre premier geste puissant. Enseigner la conscience phonémique avec intention, au lieu de l'enseigner au hasard sans réfléchir au code. Avez-vous déjà entendu un enfant identifier correctement les sons d'un mot tel que s, a, k, puis lever les yeux vers vous et dire un mot complètement différent tel que chat? Cela démontre une faiblesse dans la conscience phonémique, une composante essentielle de la lecture et de l'écriture. Les élèves doivent être conscients des sons individuels, les phonèmes, de notre langue et y réfléchir consciemment. Ils doivent être capables de fusionner ces sons pour lire le mot et de le séparer ou segmenter pour épeler les mots. Une habileté restreinte ou sous-développée en conscience phonémique est la source la plus fréquente de difficultés de lecture. L'enseignement explicite du code dès la maternelle peut prévenir
les difficultés de lecture. En établissant des bases solides en matière de conscience phonémique, nous préparons nos élèves à la réussite en lecture. En outre, bien que de nombreux enseignants considèrent la conscience phonémique comme une compétence propre à Matt Jardin, les lecteurs plus âgés qui éprouvent des difficultés ont très souvent des faiblesses dans ce domaine et bénéficieront également d'un enseignement à ce niveau. Même le lecteur confirmé ou compétent a recours à ses habiletés de conscience phonémique lorsque confronté à des mots nouveaux ou des mots de niveau 3. Il est important de noter que l'un des signes distinctifs de la dyslexie est une pauvre conscience phonémique. Cela ne signifie pas que tous les enfants qui ont des difficultés avec la conscience phonémique sont atteints de la dyslexie. Mais si vous avez un élève ayant une dyslexie, il y a de fortes chances qu'il ait des difficultés à identifier, à fusionner et à segmenter les phonèmes. Un mythe répandu veut que la dyslexie soit un problème de vision, c'est-à-dire que la personne voit les choses à l'envers. La dyslexie n'est pas un problème de vision. Il s'agit d'un trouble d'apprentissage basé sur le langage. En ce mois de la sensibilisation à la dyslexie, je vous invite à consulter les vidéos suivantes sur ma chaîne YouTube Alex, votre psychologue scolaire. Considérons un scénario fréquent. On demande à l'élève d'identifier le nombre de syllabes dans le mot « vélo ». Nous sommes au stade oral de la conscience phonologique. L'élève répond « 4 ». Avant de déterminer qu'il n'a pas raison, demandez-lui de vous nommer ce qu'il entend par 4. S'il répond « o », on comprend qu'il a maîtrisé la compétence requise et qu'il a déjà franchi la compétence de segmentation au stade phonémique. Et c'est ça le but. On cherche à les amener à ce stade assez rapidement. Ne demeurez pas au stade syllabique en attendant la perfection pour passer à la prochaine étape, mais reconnaissez les élèves qui pourraient profiter d'activités phonologiques portant sur les plus grandes parties des mots, soit les syllabes ou les mots composés, afin de leur fournir le soutien requis pour différencier lorsqu'on en a besoin. D'ailleurs, certains élèves et même certains adultes compétents éprouvent des difficultés à s'entendre sur le nombre de syllabes dans un mot ou la manière juste de le segmenter, mais peuvent identifier les sons dans le mot afin de l'écrire correctement. Les compétences de fusionner et segmenter étant ce qui importe. Dès que l'élève démontre l'habileté à fusionner des sons en mots et à segmenter des mots en sons, l'objectif est atteint. Chaque semaine, vous trouverez dans vos documents d'appui des parenthèses terminologiques qui vous permettront de mieux comprendre certains éléments évoqués dans chaque chapitre. Il n'est pas utile ni nécessaire pour les élèves de connaître ces termes. Ce sont des termes qui vous permettent de mieux comprendre les enjeux et de mieux expliquer entre vous le travail qui est à faire. Prenons la sensibilité phonologique. C'est la conscience des plus grandes unités de la parole dans la chaîne parlée. La phrase contient des mots qui contiennent des syllabes, qui contiennent des sons. Le phonème, c'est la plus petite unité dépourvue de sens, comme le son A ou I. La conscience phonologique, c'est de pouvoir identifier et isoler les syllabes d'un mot, segmenter un mot en syllabes ou fusionner des syllabes pour former un mot. La conscience phonémique fait partie de la conscience phonologique à un niveau plus profond. Elle comprend les habiletés comme segmenter un mot, une syllabe en son, fusionner des sons pour former une syllabe ou un mot. La phonétique, phonics en anglais, c'est le fait d'enseigner les combinatoires de lettres et de graphèmes pour représenter les sons de la langue. En français, on utilise la correspondance graphophonémique pour lire et la correspondance phonographémique pour orthographier et écrire. La fusion et la segmentation sont les compétences les plus importantes en matière de conscience phonémique, car elles sont nécessaires à la lecture, le décodage, et à l'orthographe, l'encodage. Vos documents d'appui contiennent des outils pour vous aider à créer des activités pour cibler ces compétences essentielles. Apprendre à écrire les lettres, même avant d'avoir fait le tour de l'alphabet au complet,
aide à consolider les apprentissages et à créer en mémoire une trace de graphème et du son qui s'y rapporte à partir du geste graphomoteur. Pour pratiquer la formation de lettres et de chiffres, ainsi que la conscience phonémique, nous avons créé des fiches d'activités qui sont disponibles à partir de notre boutique Réussir sur Teachers Pay Teachers. En français, on compte 36 phonèmes. Les linguistes et les orthophonistes étudient les caractéristiques phonétiques des sons. Il n'y a pas lieu de reprendre les termes très disciplinaires ou de niveau 3 avec les élèves. Ici, on s'en tient à la base. Il est important d'attirer l'attention de l'élève sur les éléments suivants. Le son d'une consonne peut être continu ou court. Il doit y avoir un contact ou un rapprochement étroit entre la langue ou les lèvres et les autres parties de la bouche. Le son consonantique peut être produit à l'avant, au milieu ou vers l'arrière de la bouche, presque dans la gorge. Les articulateurs, soit la langue et les lèvres, qui peuvent bouger, changent de position avec l'aide de la mâchoire qui monte et qui descend pour former différents sons. Le mot articulateur n'est pas important pour les élèves. Un son peut être occlusif, donc bref ou court, comme B, ou fricatif, soit continu ou prolongé, comme ch. Les mots occlusive, fricative ne sont pas importants pour les élèves. Les sons peuvent être voisés, sonores, ou non voisés, donc sourds. En plaçant la main sur la gorge, vous pouvez ressentir la vibration pour le son Z. En produisant le son S, on ne ressent aucune vibration. Le concept est important pour les élèves, mais la terminologie, elle l'est moins. Il suffit de savoir que pour certains sons, ça vibre, on a de la voix, puis pour d'autres sons, ça ne vibre pas. Pour produire les sons nasaux, l'air passe par le nez. C'est le cas des phonèmes et ainsi que les sons vocaliques en, un, on et un. Tous les autres sons, qu'ils soient continus ou pas, sont décrits comme étant des sons oraux. C'est le cas de p, t, k, b, d, g, f, s, ch, v, z, j, r, l, et bien sûr les voyelles. Vous comprenez maintenant la différence entre les caractéristiques qui permettent de distinguer les sons consonantiques les uns des autres. C'est important de reconnaître qu'il y a des paires dans à peu près chacune des cases. La confusion entre le P et le B à l'écrit ou entre le C dur ou le G en lecture relève de la proximité auditive de ces sons. En plus, certaines de ces lettres se ressemblent, mais ce n'est pas là la plus grande source de difficulté en lecture ou en écriture. Si on peut amener l'élève à reconnaître ces caractéristiques, il sera plus apte à choisir la bonne graphie lorsqu'il entend le son plus tard. Les élèves, eux, sont seulement tenus de comprendre les concepts suivants, que les sons peuvent se prolonger ou pas, que l'air peut passer par le nez ou par la bouche, que des fois la gorge fait vibrer des sons, des fois les sons ne vibrent pas, puis la langue et les lèvres souvent vont toucher d'autres parties de la bouche qui, elles, ne bougent pas beaucoup. C'est cette conscience qui est importante et non la terminologie. Pour ce qui est des voyelles, les caractéristiques sont un peu moins nombreuses. Le son d'une voyelle est toujours continu. Il n'y a aucun contact entre la langue ou les lèvres et les autres parties de la bouche, mais les lèvres changent de forme. Par exemple, O, U, I, et la bouche s'ouvre. I, E, A. Les sons sont produits soit à l'avant, avec la bouche fermée, comme U, ou à l'arrière de la bouche, alors qu'elle est ouverte, comme A, ou encore au milieu de la bouche, avec la bouche mi-ouverte, comme le E ou le A. En français, les voyelles peuvent être tendues, comme le I dans si, ou relâchées, comme dans s'il. Joanne, est-ce que... Oui, il y a un petit pépin parce que
La diapo antérieure et celle-ci sont assez embrouillées. Est-ce qu'il y a façon d'améliorer la résolution? J'ai remarqué la même chose, même quand toi, tu partageais la vidéo. Est-ce que c'est mieux si j'agrandis ici? Essaye, on peut essayer. Ben, je viens de l'agrandir, là. Est-ce que c'est mieux? Parce que je pense pas que ce soit à notre bout. Non. Yeah. Ah, ça, c'est drôle. OK. Et là, c'est mieux? C'est beaucoup mieux maintenant. Bon, ben voilà. OK. Désolée. Merci. Voilà. Donc, merci, Joanne. Une ressource vous permet de voir toutes les graphies possibles dans les deux langues, soit le français ou l'anglais, à partir des sons partagés et distincts. Inversement, vous pouvez également consulter les graphèmes ou les lettres en séquence alphabétique avec des exemples de production dans ces deux langues. Le lien de téléchargement puis une description sont fournis dans vos documents d'appui. Se concentrer sur la façon dont les sons sont produits peut consister en un soutien puissant pour les élèves. Lorsque les élèves ont du mal à segmenter les sons, orientez-les vers les changements des mouvements de la bouche. Vous pouvez utiliser un miroir pour qu'ils puissent regarder leur propre bouche en articulant les sons. Ici, le geste articulatoire ne signifie pas d'ajouter une moustache pour les mots masculins ou les cheveux pour un mot féminin. On parle vraiment du fait que la bouche s'arrondit, comme pour le dans le cas de mots comme important, ambulance ou ombre, et que cette relation permet d'expliquer pourquoi certains de ces digrammes nasaux, par exemple, prennent un M au lieu d'un N lorsqu'ils sont placés devant le P ou le B, ou parfois le M. Une fois les habiletés en conscience phonémique bien développées, les lecteurs se servent de ces habiletés lorsqu'ils doivent lire des mots nouveaux qui contiennent du code un peu plus complexe. Des stratégies pour travailler l'attaque, soit le son initial du mot, et la rime à partir de la dernière voyelle du mot, tirées de la ressource Le langage oral à portée de la main, se trouvent dans vos documents d'appui. Il faut à tout prix éviter de passer trop de temps engagé dans les activités d'enseignement explicite qui se produisent à l'oral uniquement. Plus nous jumelons les graphèmes, ce qu'on écrit, à leurs phonèmes, ce qu'on entend correspondant, en commençant toujours par ce qui est le plus simple, ce qui est le plus constant, plus les habiletés de fusion et de segmentation se développeront. Ce principe s'applique autant aux élèves qui peinent à lire qu'aux élèves qui apprennent à lire avec facilité. Une question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce que la conscience phonémique devrait être faite avec les lettres ou sans les lettres? On vient de dire qu'il ne fait aucun doute que les enfants ont besoin d'apprendre à associer les sons aux lettres à un moment donné. Mais la question, c'est de savoir quand. Il est certain que les élèves qui ne connaissent pas leurs lettres bénéficieront d'un enseignement oral de la conscience phonémique. Kemeny pratique l'enseignement oral seul, au début, au niveau du phonème, avec ses élèves de la première et deuxième année, puis les séances sont très brèves, environ 3 minutes, ce qui constitue un excellent échauffement pour les leçons explicites des correspondances graphème-phonème. Ces séances sur la conscience phonémique sont un peu plus longues, environ 5 minutes, avec les élèves de la maternelle et du jardin. Diverses études ont montré que l'utilisation d'images mnémoniques intégrées à l'alphabet permet de réduire le nombre de répétitions nécessaires pour que les élèves apprennent le nom et le son des lettres, avec moins de confusion, une meilleure rétention à long terme et une plus grande capacité à généraliser ou à appliquer ces connaissances à la lecture et à l'orthographe. À partir des critères très précis dans ces recherches, nous avons créé un alphabet mnémonique qui fonctionne dans les deux langues, puis nous l'avons utilisé pour créer des affiches de la classe, des cartes éclairs, un apron, des bancs de lettres et même une chanson que vous pouvez projeter sur votre tableau blanc interactif. Bien sûr, comme toujours, tout est gratuit et disponible dans la boutique Réussir ou dans le Google Drive de l'IDAO qui nous ont prêté de l'espace si généreusement. Il n'est pas nécessaire de passer en revue toutes les possibilités de structure syllabique imaginable. En français, il faut enseigner le concept d'une syllabe orale et fermée, bien sûr. Une syllabe ouverte se termine avec un son vocalique, comme lu, dans, pas. Alors qu'une syllabe fermée se termine avec un son consonantique comme grande, robe, autobus. Donc, il n'y a pas lieu de penser que si la voyelle termine le mot, c'est terminé avec un son vocalique. C'est terminé avec une voyelle à l'écrit, mais on parle vraiment ici du son
vocalique ou du son consonantique. Si on avait à passer en revue toutes les syllabes pertinentes et utilisées dans les mots de la langue française, on manquerait de temps. En fait, ce que vous avez devant vous, c'est une image d'un boîtier dans lequel on représente toutes les possibilités de syllabes en français. Si vous vous mettiez à les compter, vous vous rendriez compte qu'il y en a 1122. Donc, ce n'est pas une stratégie très utile, puis ça prendrait beaucoup de ressources cognitives si on avait à mémoriser chacune des structures syllabiques. La fusion des correspondances graphème-phonème, une fois le code alphabétique simple, composé, complexe et contextuel, bien enseigné, c'est ce qui aidera le lecteur à déchiffrer des mots, peu importe la structure syllabique. Il y a des progressions des apprentissages qui présentent des structures syllabiques variées, mais qui ne tiennent pas toujours compte du fait que ce constat est beaucoup moins utile en français qu'en anglais. Quand on voit qu'en anglais, on doit prendre du temps à enseigner les structures syllabiques, souvent on imagine qu'on doit faire la même chose, puis il y a un mythe qui veut que le français soit plus difficile que l'anglais, puis on imagine qu'on doit faire de même. Mais en fait, c'est un peu plus simple que l'anglais, cette composante de la langue. Parce qu'en anglais, la structure syllabique influencera la manière de produire la voyelle, soit relâchée ou tendue. Donc, ils vont parler de long or short vowels comme bit ou bite. En français, cette influence dépend de si la syllabe est ouverte, comme dans si, ou si elle est fermée, comme dans s'il. Avez-vous remarqué la production du i ou du e qui vraiment est écrit avec le même graphème? C'est le même phonème, mais tendu ou relâché. Donc, ce qui importe, c'est de reconnaître que les structures syllabiques les plus simples, par exemple CV, consonne-voyelle, ou CVC, consonne-voyelle-consonne, comprennent d'abord des correspondances graphème-phonème très étroites, voulant dire un son qui est représenté par une lettre. Avant d'intégrer des digrammes, donc des lettres qui ont deux lettres qui font un son, ou des lettres contextuelles ou muettes qui dépendent de l'enseignement d'une règle, soit lexicale ou grammaticale, afin d'être lues avec précision. 2 vidéos sur la chaîne YouTube d'Alex, votre psychologue scolaire, ainsi que la ressource Fusée Fusion, disponible justement dans la boutique Réussir, ont été préparées pour démontrer comment mettre en œuvre la compétence de fusion successive. Cette ressource contient également une liste de mots consonne, voyelle, consonne, comme sac, et consonne, voyelle, consonne avec le E muet, comme rame, qui sont très transparents. Toutes nos ressources contiennent des explications et des astuces et des justificatifs scientifiques avant de présenter l'activité afin que vous compreniez mieux l'impact positif sur le rendement en lecture. Parce que si vous ne comprenez pas le pourquoi, ça va être difficile pour vous de réagir devant les productions de vos élèves. Dans la section de stratégies pour réussir, Kamini offre des vidéos où elle modélise ses stratégies préférées pour enseigner la conscience phonémique. Michel Courville et Jessica Ortega de Durham Catholic District School Board nous ont généreusement préparé 2 vidéos pour modéliser ces stratégies en français. La première vidéo démontre un exercice de segmentation auprès d'un groupe classe de première et deuxième année en enseignement du français langue d'immersion. Je cherche mes ciseaux et je décompose. C'est là. Là. Ma. Là. Mal. Ou encore? A. U. Lorsque les élèves éprouvent des difficultés avec les tâches de conscience phonémique, utilisez des manipulatifs. Vous pouvez utiliser nos fiches de mapping orthographique qui comprennent des thèmes amusants ou encore des pop-it, comme le montre cette prochaine vidéo. Le matériel de manipulation est un appui temporaire que vous pouvez utiliser lorsque vous présentez un nouveau niveau de difficulté, mais vous devez le retirer lorsque l'élève est capable d'effectuer la tâche facilement en quelques secondes. Avion. A-vi. OK. Vie. Est-ce que vie, a, vi, i.
on. Ah, okay. So A, I, on. 4 sons. Essayez encore. Avion. A, I, on. Bravo. Ballon. A, I. Ballon. B, A, I, on. Très bien. Avion. A, I, on. Bravo! Un merci tout à fait spécial à toutes les étoiles qui permettent aux enseignants de nous montrer combien vous brillez. Et merci à vos parents d'offrir ce cadeau à l'Ontario et à la francophonie canadienne en entier. Maintenant, les murs de son. Nous n'avons pas préparé un moyen de créer les murs de son en raison de l'absence des justificatifs en recherche, mais ce thème est abordé dans l'alphographe et a été placé dans vos documents d'appui. Vous avez devant vous un mur de son créé par YouFly. Vous voyez la vallée des voyelles qui est bien représentée, comme le son, les sons consonantiques en fonction des caractéristiques acoustiques des phonèmes que je vous ai présentés dans le tableau précédent. En regardant les images de la bouche, on s'aperçoit rapidement que ça ne raconte pas toute l'histoire. Les variations entre les phonèmes ou encore leurs graphèmes correspondants ne sont pas visibles à partir des images. Autant que les murs de mots, les murs de son ne consistent pas en une solution magique en soi. Il faut savoir les assembler et faire participer les élèves à leur création et à leur organisation pour faire d'eux un outil plus puissant. On doit discuter de la production articulatoire de manière très simple avec les élèves. On doit y intégrer des cartes de graphèmes en révélant seulement la graphie qui est touchée par la leçon d'enseignement explicite que vous allez aborder très prochainement. Petit à petit, vous ferez croître les connaissances de vos élèves. Au fond, ce n'est pas le mur de son qui est moteur de changement, mais les connaissances que l'enseignant aura acquis en préparant les murs de son, en classant les phonèmes par catégorie descriptive qui font qu'ils peuvent soutenir leurs élèves. C'est la rétroaction que fournit l'enseignant lors d'un enseignement explicite qui fait toute la différence. Ne vous sous-estimez pas. C'est vous qui êtes le héros ou la héroïne dans l'histoire de réussite de vos élèves. Vous savez quoi? C'est plus facile de vous le démontrer. Donc, je dirai le mot aperçu. Je vais m'approcher. Aperçu. Je vais le dire une deuxième fois en faisant une pause quand je produis le son S, juste avant que ma bouche produise le son U. Donc, voyez comment je le produis, puis dans l'espace réservé au clavardage, j'aimerais que vous indiquiez la forme de ma bouche au moment précis où j'arrête de produire le son. Aperçu. Donc, pendant que je produis le son S, ma bouche prend la forme S. En réalité, dans ce mot-là, ma bouche n'a jamais vraiment été étirée comme on le verrait dans un mur de son sous le graphème ou le phonème S. Donc, je suis fière de vous. Il y en a plusieurs qui ont remarqué la forme qu'a pris ma bouche. Si je suis un élève puis je cherche la forme de la bouche sur le mur de son, mon élève risque de trouver le U ou le EU dans la seule occurrence dans laquelle on a le EU qui fait U, c'est dans ce mot-là en français. Toutefois, s'il se regarde dans un miroir parce qu'on a parlé du geste articulatoire, puis il produit le son S, il va pouvoir trouver les graphèmes S, C, CCD, T et X. Mais en réalité, la forme de la bouche prend la forme pure des sons représentés dans les images au début du mot seulement. C'est ça la co-articulation. La bouche prépare toujours le son qui s'en vient, ce qui veut dire que si cette stratégie est utilisée par les élèves dans le but de trouver, sous la forme de la bouche, le graphème associé au son qui est produit, il pourrait être induit en erreur. Une fois que les lecteurs accèdent au phonème, soit la représentation dans le cerveau du son, le cerveau planifie, active et exécute automatiquement les actions complexes, précisément synchronisées et coordonnées des systèmes de respiration, de la voix, des mouvements des articulateurs, soit la langue, les lèvres, le palais, les joues, pour prononcer le son de la parole qui est ensuite associé à une ou plusieurs lettres. Ça se passe dans des nanosecondes.
Une fois que la vraie lecture prend forme, à partir de la fusion et la segmentation, l'investissement de temps d'aller chercher la forme de la bouche pour trouver comment on écrirait ce son-là et les coûts inhérents à cette approche sont trop élevés. Pour ne pas parler du fait qu'il y a plusieurs bouches qui se ressemblent parce qu'il y a des paires de sons, donc les photos elles-mêmes ne racontent pas toute l'histoire. En étant conscient des limites de cette approche, il est possible de vous en servir afin de soutenir votre enseignement, mais évitez de placer toute votre confiance dans un outil qui n'est utile que lorsque l'enseignant maîtrise les caractéristiques acoustiques des sons. Donc, soyez pas trop rapide à embarquer dans une mode. Voyons aussi, par exemple, en français, ce qui arrive lorsqu'on crée une chaîne de mots à l'oral convertie en mots écrits. C'est une stratégie qu'on utilise beaucoup en anglais. Mais le but de cet exercice en anglais, en plus de travailler la conscience phonémique, c'est de rassembler des mots autour d'une graphie commune, généralement autour d'une voyelle, pour pouvoir consolider l'orthographe de ces mots à l'écrit, justement entre les long vowels, short vowels, ou entre les lettres qui sont peut-être muettes en anglais. Utiliser à l'oral en français sans mots écrits dans une tâche de conscience phonémique, ça pose moins un problème. Voyons un exemple. Dites chat, chat. Maintenant, dites chat, mais change le ch à l, la. On a la. Maintenant, change le l à s. Ça donne ça. Difficile à illustrer, mais vous comprenez. Maintenant, changez le s à comme le ma du voilier. On a ma. Maintenant, change le à pas. Le à p. On a pas. Vous remarquez qu'il y a 5 graphies possibles pour la même rime, donc la même voix, à partir de la voyelle jusqu'au reste de la fin du mot. La langue française ne se prête pas bien à cet exercice. Dites maintenant sac. Vous avez le sac écrit. Maintenant, change le s à l. Vous avez lac. Changez le l à y. Yak. Vous avez yak. Changez le y à ch. Chac. On a alors 3 graphies différentes en français pour le son consonantique k. Alors, pour consolider des graphies semblables, il faut se prendre autrement parce qu'elles ne sont pas en correspondance parfaite avec les phonèmes qu'on entend. On traite de cette question à la page 44 dans Alphagraphe. L'orthographe approchée ou inventée, c'est toujours un autre sujet de discussion assez échauffé. Ça fait partie du développement de tout apprenant. Même avant d'avoir fait le tour de toutes les correspondances son-lettres et lettres-son ou graphophonymiques, phonographémiques, l'apprenant tentera d'écrire des mots et des messages. Comme il va lui manquer des connaissances sur les correspondances complexes, il aura tendance à simplifier l'orthographe. L'apprenant qui réussit à écrire au son en utilisant ce qu'il a appris du principe alphabétique démontre de belles compétences en littératie. Si vous arrivez à oraliser ce que l'apprenant tente d'écrire, ou presque, alors c'est bon signe. On peut s'attendre à ce que l'apprenant passe par les étapes suivantes en écrivant des messages ou des mots lors de différents stades. Donc, l'orthographe précommunicative comprend des gribouillis, des chiffres, des confusions, des pseudo-lettres, des lettres inventées, des vraies lettres ou la même lettre répétée pour imiter l'écriture adulte. Très souvent, il n'y a aucun rapport entre les sons et les lettres à ce stade. Lors de l'écriture semi-phonétique, l'élève écrira, par exemple, les lettres L et M pour LM. Tandis qu'au stade de l'écriture phonétique, on observera des JRF pour girafe ou RV pour RV. Les connexions entre le nom de la lettre et la façon de la représenter à l'écrit indiquent que l'apprenant est conscient du code et de la relation qui existe entre la lettre écrite, le nom qu'elle porte et le son qu'elle fait. Savoir concevoir des dictées et des tâches au service de l'apprentissage, c'est essentiel à la réussite de l'élève. Les dictées doivent être utilisées de manière intentionnelle en réfléchissant à ce qui a été enseigné à partir de mots que les élèves peuvent écrire correctement sans les pénaliser pour des parties qui n'ont peut-être pas encore été enseignées de manière explicite. En sélectionnant des mots, en tenant compte de la progression que vous suivez, ainsi que ce qui a été enseigné jusqu'ici, en éliminant toute possibilité de confusion ou de mots que les élèves ne sauraient pas écrire, vous réduisez les occasions qu'ils auront de se tromper
et vous leur donnerez l'occasion ou la confiance d'écrire ces mots par eux-mêmes. Dans 2 semaines, nous aborderons la manière de concevoir des dictées pour placer l'élève au cœur de la réussite. Entre-temps, les fiches de mapping orthographique vous permettront de découvrir les stratégies gagnantes pour aider les élèves à consolider les associations phonèmes, graphèmes à l'écrit. Étant donné que la source la plus commune des difficultés de lecture est une faible conscience phonémique et que la conscience phonémique et la connaissance des lettres sont des prédicteurs fiables des performances futures en matière d'alphabétisation, poursuivez de l'enseigner de façon explicite. Étant donné que la fusion et la segmentation sont les compétences les plus importantes en matière de conscience phonémique, cessez de passer trop de temps sur les unités plus grandes avant d'aboutir au phonème, à moins d'avoir raison de croire que quelques élèves profiteraient de plus d'expérience à ce stade. Et visez à aboutir assez rapidement au travail sur le phonème appareillé au graphème. La science évolue sans cesse et nous devons en faire autant. Alors, mettons de côté les pratiques qui ont été adoptées sans trop considérer l'impact ou le manque d'impact. Auprès de l'élève en français, alors, ne passez pas du temps inutile à enseigner tous les types de syllabes. Ne vous éternisez pas sur des chaînes de mots à l'écrit. Et soyez conscients des limites des approches, parfois même très répandues, qui n'ont pas fait leur preuve. Revenez jeudi, le 19 octobre, pour notre prochaine séance où nous examinerons les gestes puissants 2 et 3. La session d'aujourd'hui a été enregistrée et sera disponible à partir de la chaîne YouTube d'Only, quelque temps la semaine prochaine. Au plaisir de vous revoir au bout de l'écran.